Je suis avec François Gabard. Bonjour François. Salut Arnaud. Je suis heureux de te rencontrer à nouveau. Il s'est passé tellement de choses depuis qu'on s'est rencontrés la dernière fois au Salon Nautique à Paris. La première question que j'ai envie de te poser, François, c'est quand on a remporté le Vendée Globe en 2013, la Route du Rhum en 2014, la Transat Jacques Vabre en 2015, en 2017, le record du Tour du Monde en solitaire. Est-ce que l'on se considère comme hors du cadre ? Écoute, bonne question. Hors du cadre, faut définir le cadre déjà. Il faudrait définir le cadre. Réponse. Et une fois qu'on a défini le cadre, on voit si on est hors du cadre ou pas. Alors en bateau, pour gagner, on parle souvent du cadre, parce que tu vois, quand tu as une bouée, une ligne d'arrivée, donc on parle du cadre, c'est en fait la limite sur laquelle tu es pour arriver avec le vent sans sortir du parcours, faire du parcours en plus. Donc nous, on essaye les marins de rester dans le cadre, parce que si tu sors, ça veut dire que tu fais du chemin en plus. Après, est-ce que d'une manière générale, et d'une manière très globale, les marins, la course large, est-ce que c'est parfaitement dans le cadre ? Encore une fois, il faut définir ce qu'est le cadre, mais je pense qu'on est... et c'est bien de sortir un petit peu du cadre, de frisoter avec quelque chose qui dépasse un petit peu ce qui est convenu, on va dire. Donc là, tu réponds en tant que marin, oui. Mais en tant que chef d'entreprise et d'approche et la vision de ton sport. Écoute, je sais pas, parce qu'en fait, en tant que marin, déjà, j'ai la chance de faire un métier génial, et je pense qu'on a tous plein de profils, et c'est la richesse de notre sport. On a tous des profils très différents, des histoires différentes, des approches différentes, et donc je revendique avoir une approche différente d'autres, mais finalement comme nous tous, quoi. Comme chacun sa vision. Si t'es marin, et finalement t'es dans le cadre d'être marin, du coup de fait, de toute façon, on est tous un peu différents. Et en tant que chef d'entreprise, j'en sais rien, mais je pense que forcément, par définition, je veux dire, quand tu entreprends, en général, tu crées des nouvelles choses. En général, tu vas sur des terrains qui sont pas forcément tracés avant. Et donc voilà, par définition, si tu es entrepreneur, tu essayes on va dire, peut-être de repousser le cadre. C'est un peu ça, je pense. De définir tes propres limites. Ouais, c'est ça. Il y a un cadre qui existe. Enfin, je sais pas s'il existe. Et encore une fois, je pense qu'on pourrait passer des heures à définir, à essayer de définir le cadre, mais je suis pas sûr que ça soit notre spécialité d'un point de vue étymologique et au niveau vocabulaire. Mais ouais, essayer de repousser le cadre, si jamais il y en avait un, essayer de le repousser, je crois que c'est un peu... en tout cas, ça, je veux bien le revendiquer, ça. Bon, on va reprendre ton parcours. Est-ce que l'on peut dire également que le voyage en 1989 avec tes parents en direction de New York a changé ta vie, ou en tout cas a donné une direction ? Oui, forcément. Donc j'ai eu la chance de voyager en famille quand j'étais petit. Mes parents ne font pas de la voile, ils ne font pas de la voile de manière professionnelle, mais faisaient de la voile depuis que je suis tout petit, avant que nous on arrive. Nous, c'est les 3 enfants, donc moi je suis au milieu d'une fratrie avec une grande sœur et une petite sœur. Et donc en 89, moi j'ai 6 ans, et j'ai donc une petite sœur qui a 3 ans, une grande sœur qui a 9 ans. Mes parents prennent une année sabbatique, et on part sur un voilier et on va faire un tour de l'Atlantique. Donc grosso modo, Canaries, Cap-Vert, Antilles, États-Unis, Açores, France. Tour assez classique aussi, qui est presque dans le cadre des gens qui voyagent. Et tu avais déjà cette passion ou cette envie de voile, ou absolument pas du tout ? Absolument pas. J'étais un gamin à 6 ans. 6 ans, tu réfléchis pas trop à ce qui se passe demain. Plaisir là où il est. Et par contre, c'est vrai que j'avais 6 ans, mais ça faisait depuis 6 ans déjà que je passais mes vacances sur des bateaux ou pas très loin de la mer. Donc voilà, ça fait partie de mon environnement depuis que je suis tout petit. Même si mes parents n'en font pas d'une manière professionnelle, et je n'habitais pas non plus près de la mer. Enfin, j'ai grandi en Charente, dans le Cognacé, dans les vignes, donc pas très loin de la mer, mais... Pour un gamin de 6 ans, j'y allais pas à pied ni en vélo. Fallait un peu plus d'1 heure de voiture pour aller voir la mer. Donc voilà, j'étais pas dans un environnement océanique, mais familiarisé avec tout ça. Et pour répondre à ta question, évidemment, quand à 6 ans, tu vis pendant 1 an sur un bateau, tu voyages en famille. J'ai envie de dire, ça laisse des traces. Ça ne peut pas laisser un gamin indifférent. Et heureusement, et j'espère dans le bon sens du terme, alors pas forcément
l'amener vers ce qui est mon métier, faire de la voile, ça devient un peu une évidence, mais ça transforme forcément un enfant, ça l'aide à se construire, à grandir, etc. Et pour prendre mes sœurs ne font pas de la voile à titre professionnel, mais néanmoins, je pense et j'espère, j'imagine, ça les a marqués dans leur vie, à l'époque de petite fille, aujourd'hui de femme, maman. Je pense que voilà, ça les a elles aussi marquées et d'une manière très positive, j'en suis persuadé. Tu as des souvenirs de ce voyage-là? Tu as des images encore en tête ou des odeurs peut-être quelquefois? Ça marque un souvenir, une odeur ou une musique ou... Alors, les odeurs, oui, clairement. Donc en fait, 6 ans, 6-7 ans, je crois que c'est un peu... T'es à la limite. T'es à la limite, ouais. Tu te souviens de certaines choses, enfin voilà, donc j'ai beaucoup de souvenirs qui sont... mes parents ont pris des photos, des vidéos, donc on a... Il y a des restes, et en fait quand tu as 6 ans, tu regardes les années d'après les photos, les vidéos, puis tu t'entretiens le souvenir autour d'une photo, autour d'une vidéo. Donc, j'ai ces souvenirs-là, j'ai des souvenirs qui n'ont été ni filmés, ni photographiés, et qui sont là, qui sont restés. Et après, et ça c'est hyper intéressant, je pense qu'il y a tout ce qui est dans l'inconscient et tout ce qui est justement au domaine odeur, ambiance, etc. Qui ça, en effet, ça reste vachement marqué. Et donc du coup... tu vois, quand tu vis sur un bateau, le bruit d'un bateau quand il navigue, quand tu dors, l'ambiance d'un bateau au mouillage ou dans un port, l'odeur des îles, par exemple, quand tu vas aux Antilles, c'est quand même au niveau olfactif, c'est vachement... il y a une odeur dans ces zones tropicales. Le tiponche, l'odeur du rhum et du citron, c'est terrible. Pourtant, à 6 ans, t'en bois pas. Mais mine de rien, ça marque. Mais ouais, c'est des odeurs qui sont associées à quelque chose de très positif. Et donc, c'est toute une ambiance qui reste. Et donc, 28 ans plus tard, ce voyage-là, tu bats le record du monde, le tour du monde à la voile. Et il se passe quoi entre ces deux moments? Comment tu construis ta carrière? Comment tu arrives dans la voile? Est-ce que tu avais déjà, depuis tout petit ou même adolescent, ces projets-là? Comment s'est construite ta carrière? Par quelle porte d'entrée en fait? Donc j'ai 6-7 ans, je fais un voyage en bateau, je reviens en Charente donc à 7-8 ans, et c'est un âge où tu commences à choisir des sports. J'ai fait mes premiers bords en optimiste pendant le voyage, donc en l'occurrence aux États-Unis, parce qu'on avait des copains qui avaient un bateau dont ils servaient d'annexe, et puis à un moment donné tu t'occupes, enfin bref, je fais de l'optimiste là-bas. Et donc en revenant, je vais commencer à faire l'école de voile et à faire de l'optimiste. Et puis assez rapidement, je pense une ou 2 années plus tard, je vais commencer à faire de la compétition en optimiste. Et je vais tout de suite accrocher, je vais tout de suite aimer ça. Et donc voilà, donc j'ai commencé à faire du dériveur, donc de l'optimiste. Puis après, du motorhop. Puis après, je vais faire une préparation olympique en tornado, donc c'est un catamaran. Et voilà, ça me plaît, j'accroche, sans forcément savoir là où ça va m'amener, mais juste en vivant un truc qui me plaît et un sport que j'adore. Plutôt du coup inshore, en voile, c'est vrai qu'il y a la voile inshore, donc près des côtes, donc en dériveur, souvent voile olympique, là les Jeux olympiques commencent dans pas très longtemps, il y a tout ce qui est voile olympique. Il y a éventuellement la voile sur des gros bateaux, mais autour de bouées, type par exemple la Coupe de l'América. Et puis après, on a quelque chose qui est très développé en France, qui est la course au large. Et donc finalement, je vais attendre assez longtemps avant de faire de la course au large. J'arrive du voyage, donc j'ai eu la chance de faire du bateau au large tout petit. Et après toutes ces années dériveurs, le bateau de voyage est vendu 2 ans, je crois, après le voyage. Donc de 10 à quasiment 20, 22, 23 ans, je vais faire essentiellement du dériveur et près des côtes. Et le grand large, cette envie de grand large, ça arrive très tard? C'est quoi, c'est une rencontre? Très tard, mais ça revient. Parce que en fait, justement, je suis pas dans cet univers auquel j'aurais peut-être été si j'avais grandi, peut-être à Concarneau, la Forêt-Fouesnant. Enfin, tu veux dire, tu es dans un process classique d'apprentissage et de... En fait, je crois qu'il n'y a pas vraiment de chemin tracé pour faire de la course au large. Il n'y a pas de enfin, il y a quelques filières, mais qui sont assez... C'est une décision personnelle, tu veux dire? Il n'y a rien qui t'y emmène naturellement, peut-être? Ouais, alors oui, en tout cas, c'est quelque chose que j'ai en fait au fond de moi. Et je mets du temps à le retrouver. Parce que je fais du dériveur, j'adore le dériveur.
Pourquoi ? Parce que près de chez moi, c'est facile d'être dans une école de voile où on apprend à faire de l'optimiste. Et puis, assez facilement, naturellement, donc je grandis en Charente. En Charente, on peut faire du dériveur, de l'optimiste, c'est assez simple. Et puis, petit à petit, je fais grandir ça en moi. Je vais jusqu'à faire du haut niveau, parce que je vais faire du tornado. Donc je ne suis jamais allé aux Jeux Olympiques, mais j'ai fait ce qu'on appelle une préparation olympique. Oui. En voile, il y a un seul bateau par discipline qui va aux Jeux. Moi, j'étais sur un bateau qui était, à mes yeux, le plus beau. Enfin, en tout cas, celui qui allait le plus vite, le catamaran. Et ça demandait pas mal d'expérience. C'était vraiment un support où les meilleurs mondiaux avaient plutôt 30, 35, 40, 45 ans. Et il y avait des très très bons en France, donc on faisait partie des meilleurs jeunes, mais on n'était pas prétendant à la sélection aux Jeux. Enfin, pas tout de suite, en tout cas, il aurait fallu persévérer probablement plusieurs années. Mais par contre, je vais découvrir le haut niveau, l'excellence. Je vais beaucoup apprendre, beaucoup naviguer. Tu dis beaucoup apprendre, François, c'est-à-dire que tu embarques avec des grands navigateurs, des grands marins? Non, du tout. Là, c'est juste l'observation, la technique du travail. Non, c'est juste que là, je navigue sur un catamaran où on navigue déjà en voile olympique, on navigue énormément, paradoxalement presque plus qu'aujourd'hui en course au large, parce qu'on passait quasiment notre vie sur l'eau. Ouais. On naviguait, alors, pas aussi longtemps qu'en course au large, il y avait quelques heures par jour, mais quasiment tous les jours. Et tu progresses parce que la voile olympique reste une... Voilà, t'apprends dans le détail, le feeling sur un bateau, à régler un bateau. Donc, c'est vraiment une très, très bonne école pour apprendre à faire du bateau. Et en parallèle, en fait, j'ai la chance de faire quelques Tours de France à la voile. Donc, je suis à l'école en tant qu'étudiant. Donc, je suis à l'INSA de Lyon et l'INSA est engagé sur le classement étudiant sur le Tour de France. Et nous, les sportifs, parce qu'il y a une filière sport-études, donc tous les sports-études voile, il y a souvent des projets qui se montent par les passionnés voile à l'INSA, et puis ils viennent chercher les sports-études qui sont souvent pas trop pris le reste de l'année parce qu'on a les championnats et pas mal on est pas mal pris. Et par contre, ils sont bien contents de nous prendre quelques jours sur le Tour de France parce que on sait faire du bateau. Ouais. Et j'ai cette chance-là de faire plusieurs tours. Souvent, tu vois, c'est un petit début de course au large. On va passer une nuit en mer, on fait les ralliements. En plus, moi, j'aime plutôt calé météo. J'ai toujours aimé ça depuis que je suis tout petit. Et donc, je me trouve assez stratégie, navigation. Je me retrouve rapidement à des postes de navigation. Et j'adore ça. J'adore ça. Et voilà. Et petit à petit, l'envie de pas simplement tourner autour de deux bouées, de naviguer quelques heures par jour, mais de naviguer, j'ai envie de dire tout le temps, c'est-à-dire naviguer la nuit, pas faire le tour d'une bouée, mais d'essayer d'un point A à un point B. L'horizon, moi, ça me fait rêver, d'essayer d'aller voir ce qu'il y a un peu derrière, d'essayer de traverser l'Atlantique, rêver de tour du monde. Tout ça a émergé, c'est ressorti finalement, parce que je pense que j'avais ça au fond de moi depuis que je suis tout petit. Mais des fois, j'avais déjà eu la chance de réaliser que j'avais une passion, la voile, bien sûr, la mer, et c'est petit à petit sur le chemin que je réalise que dans ce sport-là, la partie qu'il faut vraiment que je fasse, c'est la course au large. Et là, on est dans quelle année là, dans 2000, mes tours, je dois les faire entre 2000 et 2005, et je commence... En fait, je prends j'arrête l'olympisme en 2005, à peu près au même moment où je suis en train de finir ou sur la fin de mes études, et grosso modo à peu près au même moment où tu te poses la question de savoir ce que tu vas faire comme métier, quoi. Et donc tout de suite là derrière, tu crées Mer Concept en 2006? Oui, tout de suite derrière, je crée Mer Concept. Et quelle était ta vision quand tu as créé Mer Concept? Et ma vision quand je crée Mer Concept, c'est juste me dire, je veux faire ce métier-là. Et je veux faire des projets, ça va me servir de support pour... Exactement. Pour faire J'ai besoin d'un outil juridique pour quoi. Pouvoir faire de la course au large, parce qu'en effet, c'est comme monter une entreprise. Ouais, c'est ça. Mais au début, c'est vraiment parce que les premières missions que je pourrais être amené à faire en course au large, je me rends bien compte que ça va être des piges à droite à gauche et qu'il va falloir, si j'ai la chance d'en faire mon métier, qui était quelque part mon ambition, il va falloir que je puisse facturer des prestations, parce qu'a priori, je voyais pas là tout de suite quelqu'un qui allait m'embaucher en CDI pour faire de la course au large. C'était pas, on pouvait en rêver, mais c'était pas si évident que ça. Donc je crée Mer Concept à ce moment-là. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est pas si simple que ça. Alors je vais avoir la chance très rapidement de naviguer sur des super bateaux, mais un peu à droite à gauche.
ce qui est hyper intéressant, parce que finalement, je vais découvrir plein de choses différentes. Mais ça va pas vraiment être mon métier. Enfin, en l'occurrence, je vais pas gagner. Quand tu veux dire que tu navigues à droite à gauche, c'est pour les autres, mais pas vraiment pour toi. Bah alors oui, c'est sûr. C'est pour toi, c'est pour un projet que tu portes. Oui, c'est ça. C'est en effet, je vais être équipier sur un bateau, équipier sur un autre bateau, et puis tu vas apprendre, sans forcément gagner ma vie. C'est pas très grave. J'ai 23, 24, 25 ans. Voilà, ton objectif à ce moment-là, j'imagine, c'est d'acquérir de l'expérience, d'apprendre, d'observer. L'objectif, c'est d'être sur l'eau, tout simplement. Enfin, c'est d'être sur l'eau, de creuser ce truc-là. Et en fait, plus je naviguais, plus je me rendais compte que ça marchait pas si mal que ça, que j'étais pas mauvais, que les gens, qu'ils avaient envie de me reprendre après sur d'autres supports. Enfin voilà, je me sentais à l'aise, j'avais l'impression ça méritait de creuser. Par contre, de là à en faire son métier, non, j'y arrivais pas. Il y a une différence, ouais. Et si je prends du recul, ça n'a pas duré si longtemps que ça, entre 2005 et 2008. Mais bah oui, j'allais te dire, ça a été relativement court parce que Massif est arrivé derrière. Bah non, alors d'abord, mon premier sponsor, c'est la région Bretagne, en 2008. Et j'arrête l'olympisme fin 2005 et je finis mes études à peu près au même moment. Donc 2 ans et demi, c'est rien. Ouais, c'est rien. Mais quand tu as 23 ans, c'est extrêmement long. Non, mais tu vois ce que je veux dire, c'est... Quand tu as 23 ans, pendant 2 ans, tu vagabondes sur des projets passionnants, etc. Mais 2 ans à 23 ans, c'est énorme, quoi. Et à mes yeux, ça paraissait extrêmement long, mais en même temps, occupé par ça. Tout ça pour dire que c'est justement, on a souvent la perception que j'ai eu ça tout de suite, hyper facilement, etc. Pas si simple que ça. J'ai quand même un tout petit peu galéré, le mot était mais je comprends. Ça s'est pas fait tout seul comme ça. J'étais pas à la rue non plus. Matériellement parlant, je me débrouillais, mais parce que j'avais pas besoin de grand chose. Et j'avais la chance de faire des trucs qui étaient juste géniaux. Donc la vie était très belle. Mais comparé justement à mes copains qui étaient ingénieurs, tu vois, c'est ça, tu es dans un groupe de copains, etc. Les copains, ils disaient, alors qu'est-ce que tu fais? Ils envoyaient leur CV à droite à gauche, ils commençaient à gagner bien leur vie, comme des ingénieurs en début de carrière, quoi. Mais voilà, toi, tu te retrouves aux vacances. Bah non, de toute façon, moi, je prends pas de vacances parce que de toute façon, je bosse pas. Donc, ou je bosse pas, je bosse à droite à gauche. J'ai pas. Tu vois, t'es un petit peu en décalage. J'avais ma copine de l'époque, elle bossait. En plus, elle était prof. Donc, et avant même que je termine mes études, elle était prof. Ça fait quelques années qu'elle était prof et tout. Elle était quelque part calée. Moi, je l'étais pas du tout. Mais c'est pas grave. Mais il fallait quand même un petit peu insister. Et 2 ans à cet âge-là, c'est super. Et est-ce que tu as à un moment donné douté, ou est-ce que ta vision était très claire J'ai douté tous les jours. Période-là, en fait. J'ai douté tous les jours parce que forcément tous les jours tu te poses la question, tu te dis oui, c'est ça que tu veux faire, mais est-ce que tu y arrives? Et tu sais pas. Et l'histoire montre même aujourd'hui. Enfin, tu vois, j'ai la chance là de mettre à l'eau dans quelques jours un beau bateau. C'est pas si simple que ça de trouver des partenaires. C'est pas fait comme ça. Et donc ce que je veux dire, c'est que tu doutes quand tu as un métier qui est ta passion, c'est génial. Mais c'est pas un peu le prix de la liberté quelque part. C'est pas si évident que ça, quoi. Et donc là, tous les jours, tu te poses une question. Enfin, tous les jours, tu as envie de faire ça, mais tous les jours, tu te dis, est-ce que je ferais peut-être que... Parce qu'il y avait des alternatives. Je pouvais aller travailler en tant qu'ingénieur, entre guillemets, classique, et puis faire toujours ça conserver à ta côté. structure, bien sûr. Il y avait plein de schémas possibles. C'est ça que j'étais assez extrême, quoi. Grosso modo, je tente ça et je fais. Et tu t'étais fixé à ce moment-là une date en disant on est en 2005 ou non, pas absolument pas. Je me dis jusqu'à 2008, 2009. Non, à cet âge-là, non. C'est juste. En fait, c'est grosso modo c'est ça. C'est je faisais une pige, je gagnais 3 francs 6 sous. Je me disais j'ai de quoi bouffer pendant 3 mois. Enfin, c'est vraiment ça. Hein, et tu tiens les 3 mois et puis après tu refais un autre truc et ça t'avance de projet en projet comme ça sur quelques semaines. Alors on parle de projet justement, le Vendée Globe arrive en 2012-2013. Quel a été le déclencheur qui t'a... Le moment qui est vraiment structurant, c'est la filière donc qui s'appelait à l'époque Espoir Région Bretagne. C'est une filière qui est organisée la structure justement, ça t'a stabilisé un petit peu dans... En fait, ça a été mon premier sponsor et ça a été la première fois où on m'a dit tu es professionnel en course au large, tu as un projet à l'année, je vais faire la solitaire du Figaro. Et j'avais un salaire tous les mois et grosso modo je ne pouvais penser qu'à ça. Concentrer sur pendant ça. 2 ans j'avais un projet en Figaro. C'est une filière de détection, où il fallait envoyer un dossier. Après il y avait une sélection à terre, une sélection sur l'eau.
Voilà, et puis après, pendant 2 ans, tu as de la visibilité et tu peux te concentrer sur ce métier de marin. Alors là, sur l'eau, à essayer d'apprendre le métier. C'est ça qui m'a vraiment ça a été ton déclencheur, en fait. Structuré. Lancé, ouais. Donc ça, c'est 2008-2009. Après, la rencontre, une autre filière de détection, qui était une filière créée par Massif, qui était en fait sur un niveau... la région Bretagne, ils prenaient vraiment des jeunes, des bisutes sur le circuit Figaro, qui n'avaient jamais fait le Figaro, qui avaient moins de 25 ans, ce qui était mon cas à l'époque. La filière Massif, elle, venait chercher des marins qui avaient déjà fait la solitaire et qui pouvaient aller chercher un podium ou une victoire. Et voilà, c'est comme ça que je suis arrivé à la Massif en fin 2009, début 2010. Et avec très rapidement, voilà, le rêve que j'avais déjà depuis quelques années, mais ce qui était de faire le Vendée Globe. Et très rapidement, voilà, Massif, j'aurais dit, en fait, grosso modo, j'aurais dit, c'est super votre filière de détection, c'est génial. Par contre, donc vous nous permettez de faire 2 ans de plus, pour moi 2 ans de plus en Figaro, mais votre filière, elle fonctionne, elle sera vraiment géniale si les marins qui passent par cette filière, parce qu'elle était au début, il y avait eu 2 marins avant moi, si derrière ces marins-là, ils vont plus loin, ils vont faire le Vendée Globe, ou les courses qui les font rêver. Et ça marche, vraisemblablement. Et en fait, je leur dis, ce qu'il faut que vous fassiez, c'est qu'il faut que vous nous mettez à disposition un bateau, mais surtout, il faut que vous nous aidiez à trouver un partenaire pour la suite. Parce que finalement, quand on est jeune, on n'a pas forcément un carnet d'adresses, etc. Aidez-nous dans votre réseau à trouver un partenaire pour la suite. Je dis, très bien, ok, pas de problème. Donc toi, on a compris, tu veux faire le Vendée Globe. Et donc on commence à réfléchir un peu dans leur carnet d'adresses. Et au final, à la fin je fais une première année top, j'ai des super bons résultats, je gagne le championnat de France, je fais 2e de la solitaire. Enfin, on a des bons résultats. Et en parallèle, je découvre le groupe Massif. Et en fait, quand on fait la liste des potentiels prospects qu'il y avait, on se dit, mais en fait, le prospect qui est le plus logique, le plus cohérent par rapport à tout ce qu'on a déjà vécu depuis 1 an, c'est la Massif. Parce que je me rends compte qu'ils rêvaient aussi un petit peu de faire le Vendée. Et voilà, et puis ça s'enclenche tout de suite et on part sur un projet Vendée. Et donc, tu te retrouves au départ. Oui. Et ce projet Vendée Globe, est-ce qu'au fond de toi, tu l'annonçais aux gens que tu rencontrais en disant, voilà, moi, c'est ce que je veux faire, ou est-ce que c'est vraiment cette rencontre-là et ce partenariat, cet accord avec la Massif où tu l'as officiellement annoncé? Non, moi, j'en parlais déjà dans le milieu. Enfin, voilà, j'en parlais, je pense, ça a mûri dans ma tête. Au fur et à mesure, quand j'ai commencé à faire de la course au large, voilà, petite expérience, je me rendais compte que ça marchait bien, que c'était ce qui me plaisait, parce que tu fais la voile olympique, tu veux faire de la course au large, tu sais pas ce que c'est, tu sais pas. Puis tu commences à en faire, tu passes justement une nuit en mer, tu vois que t'es à l'aise, que tu aimes ça, que tu prends du plaisir, que t'es pas si mauvais. Après, j'ai dû faire une première transat en Figaro. Pareil, tant que t'as pas fait une transat, tu sais pas. Puis voilà, même si tu as un rêve de Vendée Globe, tu sais pas si tu en es capable. Oui, il faut apprendre, découvrir. Tu découvres, et puis voilà, première transat, tu dis oui, j'aime ça, je suis à l'aise. Une fois que tu as fait une transat, tu as envie d'en faire une deuxième et tu as envie de faire, une fois que c'est faire lancé, plus. Donc ça s'est fait petit à petit. Et pareil, c'était passé. C'est assez marrant parce que j'ai eu la chance de rencontrer. Enfin, là, j'en ai pas parlé jusqu'à maintenant, mais j'ai eu la chance de rencontrer plein de marins assez extraordinaires. Je pense à Quito de Pavan, avec qui j'ai fait une transat Jacques Vabre en 2009. Puis Michel Desjoyaux qui m'avait embarqué sur son projet pour faire un tour du monde en double, la Barcelona World Race, c'était hiver 2010-2011. Et du coup, ces marins qui étaient bien plus aguerris que moi, qui avaient, alors pour Mich, déjà fait et gagné le Vendée Globe, pour Quito qui l'avait pris le départ en 2008, qui malheureusement avait dématé quelques jours après le départ, forcément je leur parle de ce rêve de Vendée Globe et c'est assez marrant parce que Mich en tout cas qui m'a avec qui j'étais très proche du coup en 2010 parce qu'on allait faire un tour du monde à la fin de l'année et il était assez négatif sur le Vendée Globe. Enfin, il me disait, tu sais François, t'es encore jeune, il y a du temps. Ouais, c'est un peu tôt. Et finalement, c'est marrant parce que il m'a finalement, je pense, par ses arguments. Ta conviction et ta motivation. Ouais, je crois, parce que par la discussion, par l'échange et tout, je comprenais tout à fait ses arguments. Et en même temps, je me disais, mais non, parce qu'en fait, au fond de moi, c'est ça que j'ai envie de faire. Et quand tu es au départ de ce Vendée, il y a une différence entre dire je le fais juste pour finir et j'essaie de finir, voilà, ou j'y vais et je vais à fond la caisse et je prends pas des risques, mais en long, on en a déjà parlé, mais
partir sur du long et avoir des prétentions de victoire ou de podium, c'est compliqué, il faut faire attention. Par contre, il y a une différence entre dire je veux juste être finisher et donc là, je suis un peu dans un confort, mais c'est pas un confort, mais tu vois ce que tu comprends ce que je veux dire. Bien sûr. J'y vais à fond la caisse en fait. Toi, tu étais dans quel état d'esprit à ce moment-là? Moi, j'y vais. En effet, je lance ce projet Vendée en étant jeune, sans jamais l'avoir fait. Donc, absolument pas en tant que. Enfin, l'objectif, c'était pas de le gagner. L'objectif, c'était d'essayer de faire du mieux possible avec un projet jeune, tant côté partenaire, c'est la première fois pour eux, que pour moi. On monte un projet, puis finalement, l'ambition grandit en montant ce projet parce que je suis amené à construire un bateau neuf. Initialement, le projet partait potentiellement sur un bateau d'occasion qui finalement n'était plus disponible. On se dit, finalement, on va faire construire un bateau pour ce projet. J'ai un bateau qui est très performant. Je suis jeune, mais encore une fois, les premières courses montrent que je suis dans le coup. Je suis pas si loin que ça des premiers. Donc tu développes des compétences en fait. Tous les jours, j'apprends des choses et voilà. Mais je fais clairement pas partie des favoris au départ. Et j'y vais pas pour gagner. J'y vais pour vivre cette expérience d'un tour du monde. Et évidemment, l'idée c'était de le terminer. Et potentiellement, je faisais partie des outsiders qui pouvaient aller faire un podium éventuellement en fonction de ce qui se passe en face. Et puis voilà, je prends le départ de cette course, de ce tour du monde dans cet état d'esprit. Et assez rapidement, je me retrouve devant en fait. Enfin, assez rapidement d'ailleurs, dès la première nuit, je me retrouve devant, en tête. Et puis j'ai des petits problèmes. Et grosso modo, je suis dans le groupe de tête. Et comme souvent sur le Vendée Globe, il y a des problèmes. J'en rencontre, mais j'arrive à les surmonter. Et puis les favoris en face de moi, certains ont des problèmes, certains des gros problèmes qui les poussent à l'abandon. Donc voilà, course par élimination, je me retrouve devant, et puis ça s'élimine un peu à droite à gauche, puis je me retrouve à l'entrée des mers du Sud, en tout cas devant avec Armel Lecléache, et on commence cette petite bataille tous les deux qui est juste géniale. Et voilà, et Armel clairement était un favori pour le Vendée. Et donc les jours et les semaines passent, et puis à un moment donné, tu vois bien qu'on commence à prendre de l'avance. Ouais. Et je réalise au fur et à mesure que là je suis en train de jouer la gagne. Ouais. Mais tu restes quand même, tu arrives à rester focus, ou tu as des moments où tu te laisses un petit peu griser et tu te rends compte que tu prends des mauvaises décisions, ou tu fais des mauvais choix par le fait que tu te laisses emporter par des émotions? Non, parce que tu sais bien que pour gagner un Vendée Globe, il faut d'abord le terminer. Donc c'est bête de dire ça, mais voilà. Et je pense que j'ai jamais pris des risques inconsidérés pour essayer de le gagner à tout prix, parce que la réalité, c'est que terminer deuxième du Vendée Globe, c'est déjà une victoire. Enfin, c'est déjà un truc exceptionnel. Et je crois même que du coup, j'avais un certain détachement par rapport à cette bataille, ce qui de fait était dans une position qui était peut-être plus favorable par rapport à Mel, qui était lui là pour gagner, lui était favori, il était là pour gagner. Finalement, c'était une position plutôt confortable pour moi, parce que moi j'étais outsider. Si je terminais deuxième, c'était déjà une super victoire, alors qu'Armel avait peut-être plus de pression parce qu'il faisait partie des favoris, il était là pour gagner. Et je pense que moi voilà, je joue à essayer de terminer ce Vendée. Et sans prendre des risques inconsidérés, j'essaie d'attaquer quand même, parce que je suis compétiteur et que ça devient impossible de gagner, de jouer la victoire. J'ai pas à rougir, ça fait quelques semaines qu'on navigue l'un contre l'autre, et puis je me rends compte que je tiens la cadence. À un moment donné, ça fait partie aussi, faut accepter d'être dans la bataille, dans la course. Il y a un truc hyper intéressant, en fait, il faut accepter de gagner, ce qui est pas simple, et après il y a une notion intéressante sur la prise de risque. En effet, tu peux prendre des risques inconsidérés pour essayer de gagner, il faut jamais en prendre trop, mais après tu peux prendre le risque de pas gagner. Et c'est quoi la limite alors, le risque de pas en prendre trop? C'est quoi? C'est le risque par rapport à ta vie, parce que vous pratiquez quand même un sport, oui, déjà, quand vous rentrez dans les mers du Sud. Il faut quand même. Non, déjà c'est un peu ça peut être un peu engagé, mais comme beaucoup de sports, hein, comme beaucoup je veux dire. Pour toi, c'est pas un sport plus dangereux quand vous partez comme ça dans un tour du monde, dans les mers du Sud? C'est plus dangereux que certains sports, évidemment. Enfin, ça reste un sport outdoor ou qui reste engagé, hein, mais or, comparé à d'autres sports, je pense l'univers de la montagne qui me fascine, mais qui pour moi est bien plus dangereux.
je pense qu'on est capable d'aller chercher de la performance sans prendre ce que je considérais être des risques inconsidérés. Quoi. Tu vois, je me suis toujours dit, je pars sur les courses en me disant je veux pas avoir un risque beaucoup plus important que si je prenais ma voiture pour traverser la France. C'est peut-être un peu faux, il faudrait voir les statistiques et quelles sont les vraies statistiques de la course au large sur les 100 dernières années ou 50 dernières années versus le risque en voiture. Non, mais c'est important, je sais pas, mais de positionner cette notion de risque. Mais voilà, j'ai jamais voulu, ou j'ai jamais eu l'impression de me dire là, voilà, faut mettre sa vie en danger pour tenter quelque chose. Non, ça, c'est hors de question et ça l'était pas à l'époque, ça l'est encore moins aujourd'hui, j'ai envie de dire. Je suis père de famille, marié, j'ai des responsabilités, une famille, j'ai absolument pas envie de prendre des risques stupides. Par contre, il y a le risque humain, etc., le risque matériel, et puis après il y a le risque du jeu de la course. Enfin, je veux dire, c'est prendre des risques comme si tu jouais aux échecs. Bien sûr, la stratégie. Et il y a stratégie où tu as des risques, et c'est intéressant de jouer avec ça parce que il faut forcément faut prendre des risques pour gagner une course. C'est clair. Alors tu parles de gagner de course. Tu te souviens j'imagine que tu t'en souviens, mais les émotions à l'arrivée, comment... C'est un joli cocktail. Violent. Et l'après aussi, parle-nous de ce moment d'émotion, mais il y a toujours l'après à gérer. Qui peut être compliqué en fait, quand on part comme ça à 78 déjà, jours. En termes d'émotions, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand tu fais de la course au large, tu vis des émotions hyper intenses. Non-stop. Tout le temps, c'est décuplé. Un Vendée Globe, ça doit être un condensé, des émotions, un condensé de vie. Tout ce que tu vis, toutes les émotions que tu vis dans une vie, tu as tout ça en 3 mois là. Et forcément à l'arrivée, tu as tout ça qui explose un peu, tu as de nouvelles émotions qui arrivent. La particularité, c'est que tu as dû prendre conscience que tu allais le faire, peut-être 1 jour, 2 jours, ou pas plus loin peut-être que 3 jours, mais c'est pas la ligne d'arrivée franchie. Non, je pense que je me rends compte à peu près, on va dire, en milieu de course. Ce qu'on se disait, c'est que potentiellement, si je le termine, tu peux gagner. Non, ou je termine deuxième. Ouais. Enfin, disons que voilà, c'est. Ah, tu as fait je pense que tu vois, quand j'arrive par exemple au Cap Horn, où on a quand même pas mal d'avance sur le 3e, assez rapidement, ce serait peut-être un peu très schématique, mais grosso modo, au pire, je suis deuxième. Il y a soit je gagne, soit je termine deuxième, soit j'abandonne. Okay. Et ça, par contre, l'abandon, fait partie. Tu vois, cette répartition un peu, on va dire, c'est très simplifié, mais grosso modo, je pense qu'on n'est pas très très loin de la vérité. Un tiers, au Cap Horn, je dirais qu'il est à peu près équilibré, limite, tu vois, parce que le risque d'abandon est toujours super important. J'avais plein de problèmes sur le bateau, ça se voyait pas forcément, mais il y a enfin, t'es toujours sur un fil et t'es jamais à l'abri d'un problème technique qui te pousse à l'abandon. Le Vendée Globe, pour ça, est très cruel. Et donc ce un tiers, que j'estime à la limite à peu près au Cap Horn, tu vas remonter l'Atlantique et grosso modo, ça va varier un petit peu. Je prends un peu d'avance sur Armel, tu vas dire c'était peut-être plus à 33%, t'es à 40, 45%, 25%, termine deuxième. J'en sais rien, j'ai donné des chiffres comme ça. Mais finalement, le risque d'abandon, il est toujours à 33%. Celui-là, il varie quasiment pas jusqu'à la fin. Et voilà, et dans les derniers jours, dernières heures de course, à la fin, et encore l'abandon, peut-être dans le golfe de Gascogne, l'histoire du Vendée Globe montre que tu peux avoir un gros problème le première heure de course, mais comme sur les dernières 24 heures. Le golfe de Gascogne, quand même, tu arrives dans l'hémisphère nord, à un moment, il peut y avoir des coups de vent assez violents, il y a du trafic. On l'a même vu cette année encore. Et puis tu peux avoir un accident quelques heures avant l'arrivée. Donc voilà, t'es pas à l'abri. Et ça, à peu près conscient quand tu es sur le bateau. Tu sais que tout peut s'arrêter. Donc tu es encore dans la concentration. Et finalement, c'est qu'au moment où tu coupes la ligne d'arrivée que là, il y a tous les autres scénarios qui s'évacuent. Tu n'en as plus qu'un, quoi. Donc, et donc ça, c'est un énorme soulagement. C'est dingue. Enfin, tu penses que tu as mis combien de temps derrière pour... Alors, il y a peut-être aussi de l'acceptation, d'accepter de l'avoir fait, d'avoir gagné, de réaliser que tu l'avais fait, et physiquement. Parce qu'il y a eu un cocktail d'émotions, comme tu l'as dit, quand tu franchis la ligne. Mais... Je ne sais pas si aujourd'hui, j'ai complètement encore récupéré de ce tour du monde et ou complètement réalisé ça. Ouais. Enfin, tu vois, je veux dire, c'est quelque chose qui, de la même façon, on parlait du voyage quand je suis gamin, qui quelque part a un impact sur toute ta vie.
y a des événements comme ça. De manière différente en plus. Qui t'impactent toute ta vie. Donc ce Vendée Globe laisse des traces très positives, évidemment, que je vais traîner tout au long de ma vie. C'est structurant, quoi. Donc, et à quel moment derrière, alors on l'a dit en introduction, mais il y a des victoires qui s'enchaînent derrière et qui vont t'amener à prendre le départ, ou en tout cas à tenter de battre le record. Ça, tu l'avais déjà quand tu as fait le Vendée Globe, cette envie-là ou probablement inconsciemment, mais absolument pas d'une manière consciente. Et ça, c'est un truc qui est assez bizarre, mais vraiment, pendant le Vendée Globe, je ne pensais qu'à ça. Et vraiment, j'ai jamais... j'étais concentré qu'à ça. Ah, tu veux dire que tu pensais qu'à ta course? Ouais, à la course. Et même avant, parce que le timing était quand même super serré, j'étais hyper jeune, j'avais tout à apprendre. Enfin, il y avait quand même il y a des années là, il y avait beaucoup à emmagasiner. Et du coup, j'étais vraiment focus sur le Vendée. Et pendant la course, je ne pensais qu'à ça. J'étais vraiment content. Après, le corps, inconsciemment, tu fais peut-être mûrir des choses. Et je suis convaincu que ce rêve de tour du monde en multicoque, il est né ici, quelque part. C'est nourri de ce Vendée Globe. En fait, la réalisation d'un rêve peut être, et là j'en suis convaincu, à l'origine d'un rêve futur. Mais par contre, j'ai jamais, en tout cas d'une manière rationnelle ou consciente, pensé à ça, quoi. Je me suis jamais dit, ah tiens... pendant le Vendée Globe, après le Vendée Globe, je vais faire du multicoque. Jamais, vraiment jamais. Alors, à quel moment c'est arrivé? Et par contre, 2 heures après la ligne d'arrivée, j'exagère un tout petit peu, mais je pense le lendemain matin. Je pense en prenant un café le lendemain matin, le truc devient comme une évidence, quoi. Et c'est assez rigolo parce que c'est de l'ordre de la passion. C'est de l'ordre... C'est parce que je pense que c'est quelque chose qui est complètement irrationnel, qui est du domaine du rêve, de la passion. Et j'ai cette chance que ça arrive comme ça de manière aussi évidente, parce que c'est pas si évident. Des fois tu as des passions, des envies, mais c'est pas si simple que ça de sortir ça de j'ai envie de dire de ton corps, parce que c'est vraiment physiquement ça sort de tes tripes, quoi. Et là, mais d'une manière hyper évidente, mais vraiment, donc peut-être j'exagère un peu le lendemain matin, sûr, mais grosso modo dans les jours qu'on suivit, tout de suite projeté je me suis dit voilà, ce que je veux, ce tour du monde c'était génial, je veux retourner naviguer autour de la planète. Et voilà, et avant j'avais fait du multicoque, et s'il y a un truc que je veux faire, c'est le truc qui revenait hyper, pas logique, d'une manière très physique, c'était d'essayer d'y repartir en multicoque. Et j'ai lu également une de tes interviews, ou en tout cas un reportage sur toi, qui disait que c'était lors d'une discussion avec Thomas Coville que celui-ci te souffle le fait d'aller sur des bateaux plus grands et... Ouais, alors non, en fait, pas exactement. Ce truc-là devient comme une évidence. Et à ce moment-là, on est très peu... Thomas Coville fait partie des personnes qui naviguent sur ce genre de bateau. Et donc, c'est là où j'ai un petit mélange, tu vois, ingénieur, cartésien et feeling, sensation, etc. C'est que donc, ce truc-là devient comme une évidence. Après, je me dis, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est même possible de monter un projet autour d'un rêve comme ça? Parce que des fois, ça n'est pas possible. Donc là, je vais pas mal bosser avec mon équipe autour de moi, leur dire, et vous, déjà, vous, ça vous tente, vous avez envie, je vois bien qu'il y a un certain engouement pour ça. Et après, du coup, discussion avec mon partenaire, de sentir s'il y a une réalité aussi économique, de sponsoring, combien ça coûte, combien ça peut rapporter, est-ce qu'il y a une cohérence de partenariat autour d'un projet comme celui-là. Et après, je vais donc rencontrer en effet des Thomas, Armel Leclerc qui naviguait. Alors à ce moment-là, parce que lui, il avait déjà fait la bascule, il allait faire la route du Rhum en multicoque. Donc je vais discuter avec Armel, même si lui, il repartait sur un Vendée. Par contre, il naviguait en multi. Donc je suis allé naviguer avec lui d'ailleurs quelques semaines après l'arrivée du Vendée. Eux, en parallèle, Bank Pop avait racheté un multicoque. Et donc il a navigué assez rapidement en multi. Donc je suis allé naviguer avec lui là, Douarnenez, c'était au mois de mai. Tu vois, on arrive du Vendée en février. Et donc là, dans les mois qu'on suivit, j'ai monté ce projet d'une manière plus technique, quoi. Donc combien ça coûte, comment ça peut se faire avec un bateau neuf, avec un bateau d'occasion, partenaire, est-ce qu'il s'y retrouve, est-ce qu'il a envie. Donc voilà, donc il y a toute cette démarche là qui va durer des mois, qui va aboutir fin août 2013. Ça allait quand même relativement rapidement, quoi. C'est un projet qui s'est monté en 6-7 mois, et on a lancé avec la Massive, donc la construction d'un bateau dans cette classe ultime qui n'existait pas à l'époque,
mais qui s'est construite justement avec Thomas Coville, avec Sodebo, avec Banque Populaire, avec Actual et Yves Leblévec qui est arrivé assez rapidement dans cette dynamique-là. Et voilà, et le projet Multicoque est parti comme ça. Et est-ce que repartir de suite quelques heures ou quelques jours après avoir fait le Vendée Globe, se reprojeter sur un tour du monde, est-ce que ce ne serait pas un peu fuir la décompression d'un tel événement? Tu vois ce que je veux dire? Carrément. C'est un peu une fuite en avant, ouais. Ouais, probablement. En tout cas, moi, j'ai jamais souffert cette espèce de syndrome qui arrive souvent quand tu réalises un gros objectif, quand tu réalises un rêve. Un cocktail d'émotions, comme tu l'as dit aussi. C'est ça, et des fois, c'est vrai que tu as une période. Alors, j'étais physiquement extrêmement fatigué, donc il m'a fallu plusieurs mois et encore une fois presque plusieurs années pour récupérer tout ça. Par contre, c'est vrai que j'étais tout de suite. J'avais la chance d'avoir un projet tout de suite. Et ça, honnêtement, tu le maîtrises pas. Enfin, il n'y a pas de recette. Ça vient, ça revient pas. Enfin, là, j'ai eu cette chance-là d'avoir ce projet, et je pense que ça a été vachement important pour moi, parce que même avec l'équipe et tout, on s'est tout de suite reconcentré sur un nouveau projet très ambitieux et que tu as réussi, puisque qui s'est très très bien passé, en effet, parce que ce bateau a été une réussite, et on a fait plein de belles choses avec la Massif et le trimaran Massif dans les années qui ont suivi. On a gagné de belles courses, on a battu de beaux records. J'ai vécu ce record du Tour du Monde. Il y a eu des records des 24 heures pendant le record. Enfin bref, c'est ça, il y a eu des records dans le record. Plein de belles choses. Et après surtout, le Tour du Monde, alors, dans les heures qui ont suivi le Tour du Monde, et je pense que tu vois, alors après le Tour du Monde 2017, c'était peut-être moins. Ça a mis. Ça a été moins rapide, mais assez rapide quand même. Mais grosso modo, l'idée était de repartir en multicoque, et il s'est passé donc tu vois, du monocoque au multicoque, et quand on a lancé ce projet de multicoque, donc là on a bien compris entre février et août 2013, certains bateaux ont commencé à voler, mais c'était vraiment le début, et quand on lance ce projet, on sent qu'il va se passer quelque chose, mais en 2013 c'est pas vraiment quoi, c'est pas la fameuse coupe de l'América qui va vraiment bouleverser notre secteur de manière très profonde. Elle a lieu en septembre 2013. Et donc, ce projet se monte en parallèle de la préparation de cette Coupe de l'Amérique. Mais tu observes quand même ce qui se passe. Oui, mais entre des bateaux qui volent sur la Coupe de l'Amérique, donc en inshore, sur de la mer plate, en équipage, à se dire on va faire pareil autour du monde, il y a quand même un gap. Il y a un gros gap. On se dit qu'il va falloir prendre des idées quand même de tout ça, du vol. De là à se dire, on n'a pas lancé un projet en août 2013 en disant on va construire un bateau qui vole, parce qu'on sait que dans les 4-5 années qui viennent, on sera capable de voler autour du monde. Ce qui est d'ailleurs toujours aujourd'hui, on en est très proche, mais aujourd'hui, personne n'a réussi. Personne n'arrive à voler autour du monde littéralement. J'ai fait un tour du monde, on va dire relativement rapide, en 42 jours, où certaines périodes, le bateau, on va dire, était très aérien, parce qu'il y a des moments où il n'y a plus grand-chose qui touche l'eau, mais c'est pas... Enfin voilà, il y a encore... un gap, il y a encore du boulot. Et puis 2020, donc tu annonces que tu retires, tu as besoin de repos. Est-ce que c'est pas le contre-coup de cette année hyper intensive avec des victoires, des records? Mais je pense, parce qu'en effet, ce sas de décompression peut-être que j'ai pas eu en 2013, voilà, à un moment donné, le corps, il encaisse et il fatigue. Et voilà, et j'avais besoin d'avoir... entre guillemets, je demandais pas grand-chose, hein, c'était juste quelques mois sans forcément l'intensité de la préparation d'une course et d'une navigation en solitaire sur un ultime, parce que c'est quelque chose de très engageant que je n'ai pas envie de faire à moitié. C'est-à-dire que voilà, j'ai envie de naviguer d'une manière très, très, très pleine, très complète. Je voulais pas faire une course un peu en dilettante. Voilà, si je fais une course, je la fais à fond. Tes possibilités, ouais. Et là, je sentais qu'à ce moment-là, j'étais un peu limite et qu'il y avait peut-être des possibilités pour prendre un tout petit peu de recul et avoir... juste avoir un petit peu de recul pour préparer la suite, quoi. C'était vraiment ça. C'était pas pour arrêter, c'était juste pour se dire, attends, on va repartir là on est en train de construire un nouveau bateau. L'équipe a besoin de moi aussi pour la construction de ce bateau, parce que mine de rien, je voyais bien qu'il se passait plein de choses, il y a du boulot. C'est un projet qui est extrêmement important, extrêmement ambitieux, qui va nous amener encore pour les 5 prochaines années.
Voilà, c'était vraiment juste prendre un petit pas de côté pour pouvoir bien me concentrer sur la suite. Et puis le 10 juin 2020, donc l'annonce est faite publiquement. Alors j'imagine que toi, ça se fait pas comme ça, que Massif ne te suit pas sur ce projet ultime. J'en discutais tout à l'heure avec l'équipe, mais je n'aurais pas voulu être la personne, l'homme ou la femme qui t'annonce cela. Alors, tu sais, dans les journaux qu'on titrait Massif lâche François Agabart, je pense qu'il y a une histoire d'homme derrière, parce que ça faisait 10 ans quand même que tu étais avec eux. Comment toi, tu l'as appris déjà et on est un petit peu KO, je pense, quand on a ça, quand on a ces projets-là. Je ne dis pas qu'on pense que tout est fini, loin de là, mais ça, voilà. Ouais, alors en fait, doit se désaxer un petit peu, tu vois. Non, mais ce qui est assez marrant et ce qui est assez drôle, c'est, et ça je peux en parler a posteriori, c'est qu'en fait, ce projet, si on prend un peu de recul, il y a quand même 10 années avec la Massif qui sont juste extraordinaires. Et je ne peux que les remercier pour ça. C'est pour ça que je te dis que derrière, il y a une histoire d'homme, ça se fait pas comme ça. C'est quand même, j'ai vécu des choses extraordinaires. Et d'une manière assez marrante, ça peut paraître tout fluide pendant 10 ans, mais la réalité, en fait, c'est que le projet aurait pu s'arrêter plein de fois avant. Et ça c'est jamais su. Et même l'équipe, j'étais quasiment le seul concerné. Donc ça veut dire que c'est toi qui à chaque fois relançait ou trouvais les arguments. Il y a eu plein de moments dans ces années-là, pour plein de raisons et souvent très différentes, etc. Je me suis retrouvé à dire le projet était remis en cause. Et ça, c'est assez marrant parce que ça s'est jamais trop su. Donc, moi, dans ma tête, je sais bien que ces projets, ils sont fabuleux, extraordinaires, mais qui sont à la fois, ils ont un potentiel énorme, mais ils sont extrêmement fragiles. Donc voilà, ça m'est arrivé plein de fois où on est passé mais à 2 doigts des projets qui s'arrêtent. Donc voilà, je savais que ça faisait partie du domaine du possible. Et par contre, là, c'est vrai qu'en 2020, j'étais surpris quand même. Clairement, je ne l'avais pas vu venir. Et donc voilà, donc c'est forcément c'est pas simple parce que ça nous bouscule et ça nous, on est en train de construire un bateau et du coup on perd cette visibilité qu'on avait et faut relancer un projet, donc c'est forcément c'est il faut l'annoncer pas à l'équipe, simple. Il faut tenir l'équipe, annoncer à l'équipe et tout. Non, c'est sûr que c'est des moments qui sont extrêmement difficiles et en même temps, alors je veux pas dire que j'ai envie de vivre ça tout le temps parce que c'est plutôt dans le domaine du difficile et du dur. Mais ça construit. Mais néanmoins, c'est très ouais. intense. Et j'ai pas envie de dire que c'est. Enfin, oui, à la limite, je peux dire aujourd'hui, c'est beau quand l'issue elle est positive. J'ai envie de dire, oui, c'était finalement super intense. Tu vois, l'équipe, elle est restée solide dans ce moment-là. Et franchement, je leur dis bravo parce que c'était pas simple. Et tu vois, je pense que l'équipe, elle est plus soudée, peut-être plus forte. Elle est encore plus soudée. Voilà, le projet quelque part tu vois là on est donc on enregistre, je sais pas quand est-ce que ça sera diffusé, mais là on enregistre à quelques jours de la mise à l'eau. 9 jours de la mise à l'eau. Franchement, l'excitation que j'ai de mettre ce bateau à l'eau, de naviguer sur ce bateau, elle est d'autant plus grande qu'il y a 3 mois, je ne savais pas. Enfin, je savais qu'on allait mettre le bateau à l'eau, mais je savais pas si on allait pouvoir se projeter et naviguer sur ce bateau. Et donc du coup, l'intensité de ce que je vis ou de ce que toute l'équipe vit aujourd'hui à finir la construction de ce bateau, c'est encore plus beau parce que c'était incertain. Et quand tu dis que ces projets sont fragiles, ça veut dire que tout à l'heure, en 2006, quand tu as créé Merconcept, je t'avais demandé quelle était la vision. Est-ce que la vision en 2020, en 2017 même, est-ce qu'elle a évolué pour Ouais, alors pour Merconcept, ça a beaucoup changé, ça a beaucoup évolué. Parce que Merconcept, en effet, je crée en 2006, voilà. C'est juste, j'ai 23 ans, je veux faire, je disais, de ma passion, mon métier, j'ai besoin d'une structure juridique. Et puis les choses ont évolué. Déjà il se trouve qu'en fait, au début, c'est un truc pour faire des prestations, moi en tant que marin. Puis à un moment donné, il y a des projets qui se montent, qui ont besoin de personnes. Et donc, je me retrouve à employer du monde, avoir une équipe qui grandit. Et grosso modo, justement, à la mise à l'eau du trimaran précédent, donc en 2015, j'ai eu 20-25 personnes qui travaillent avec moi. Et justement, parce que je vois que c'est fragile, je vois que c'est à la fois extraordinaire, génial, et justement, je vois bien que des fois, ça tient pas grand-chose, à pas grand-chose près, ça peut s'arrêter du jour au lendemain. Et je me dis, c'est quand même dommage,
je prends vraiment cette conscience déjà un peu sociale, des responsabilités que tu as en tant que gérant d'une entreprise, dirigeant de ce que ton équipe est là. Et donc je me dis, toute l'énergie de cette équipe-là, tout son savoir-faire, toutes ses compétences, etc., il faut que ça tienne dans le temps. Quoi qu'il se passe, et les projets de sponsoring peuvent s'arrêter, la preuver, et il faut que cette équipe elle tienne. Un socle plus solide, plus épais. Et je me dis aussi, parce qu'on avait vécu le Vendée en 2012-2013, là on était parti sur un projet trimaran. Le Vendée suivant allait partir, on ne faisait pas partie de la partie. Et je me disais, c'est quand même dommage, toute l'expérience qu'on a acquise sur le Vendée Globe, finalement de ne pas pouvoir... on va être spectateur du Vendée 2016. Et je me disais, c'est quand même dommage parce que finalement, on voyait des choses sur les bateaux qui naviguaient, etc. Et tu disais, c'est quand même dommage parce qu'il y a plein de choses qu'on sait faire et finalement, c'est pas exploité. Et d'où là, une première idée pour Merconcept, se dire, pour que Merconcept soit plus solide, ça serait intéressant de se diversifier dans différents projets de course au large et passer du modèle qu'on avait qui était grosso modo un bateau, un sponsor, un skipper, une course, à peu près, c'est un peu notre modèle. Se dire, est-ce que dans la course au large, on ne pourrait pas avoir plusieurs bateaux, plusieurs skippers, plusieurs sponsors, plusieurs courses. Et pour couvrir un peu plus... voilà, comme ça permet déjà la visibilité aussi, d'avoir un peu plus de visibilité, de pouvoir faire des transferts techno d'un projet à un autre, parce qu'en plus, si on est sur des bateaux qui sont non concurrents, il y a plein de sujets qu'on peut développer en R&D, et finalement, avec le même argent investi, si on met ça sur si on a plusieurs projets qui investissent le même montant d'argent, on peut aller plus loin dans la recherche. Il y a plein de sujets sur les matériaux, sur le pilote automatique, il y a plein de sujets sur lesquels on peut être plus fort en étant plusieurs projets. Donc ça, c'est vraiment une démarche qui a été lancée à peu près en 2015-2016, là, à peu près, et qui a partiellement abouti. Enfin, on a réussi parce qu'on a eu projet Apivia, donc avec le projet de Charlie Dalin pour faire le Vendée Globe 2020-2021. Les Figaro Massif, alors tout ça venait un peu du même client parce que c'était le groupe Massif, mais ceci c'était différentes marques avec des organes de gouvernance qui étaient quand même différents, ces différents conseils d'administration. Donc ça veut dire que c'est des projets qui étaient un peu qui étaient liés, mais qui étaient avec des processus d'édition. Et la preuve, c'est d'ailleurs en 2020, le projet Ultime s'arrête, mais le projet IMOCA continue. Donc si ça avait du sens, ça fonctionnait. Et un peu plus... donc ça, il y a cette première étape de diversification. Et puis après, il y a une deuxième étape qui arrive plus en 2018-2019, qui est... c'est génial la course au large, c'est génial ce qu'on fait. Et je me posais pas mal de questions sur le sens de la course au large. Et je me disais que que c'était génial, justement, cette énergie amenée par l'équipe pour essayer de faire des bateaux qui avancent le plus vite possible, essayer de gagner des courses. Mais on pouvait peut-être se servir de cette énergie-là pour répondre à d'autres problématiques de société ou d'autres problématiques du monde maritime. Et du coup, se dire... parce que finalement, notre sport, c'est d'essayer de gagner des courses, c'est-à-dire de partir d'un port à un autre et d'essayer de faire ça le plus rapidement possible en jouant avec le vent. Et est-ce qu'on ne pourrait pas se servir de toute l'innovation et toute la recherche qu'on fait sur nos bateaux de course pour répondre à des problématiques du monde maritime d'une manière plus globale, en se disant à terme que finalement on répond à une problématique de mobilité parce que ce qu'on fait, c'est on essaie de se déplacer sur la planète en jouant avec le vent. Et ça, en utilisant une énergie qui est parfaitement renouvelable. Et je me dis, mais ça, en fait, c'est quand même assez génial, finalement. Parce que moi, j'ai eu la chance, depuis que je suis tout petit, de voyager dans plein de pays du monde. Et la plupart, j'y suis allé en bateau à voile. Ouais. Avec un impact qui est quand même assez génial dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui, qui est en crise. On a un espèce de défi devant nous qui est quand même assez extraordinaire. Clairement. Et j'ai pas envie de renoncer à l'idée du voyage. Ça, c'est un truc, même vis-à-vis de mes enfants, j'ai envie de continuer à rêver de voyage. J'ai continué à... Tu vois, je suis jamais allé en Polynésie, par exemple. Je rêve de ça. Je sais pas si un jour j'y arriverai, mais j'aimerais bien un jour aller en Polynésie. Je rêve, j'adore... J'ai toujours été fasciné par la Nouvelle-Zélande, qui est un pays très maritime. Voilà, j'ai envie un jour d'aller en Nouvelle-Zélande. Et
je ne sais pas si demain, j'ai même la conviction qu'on ne pourra pas aller en Polynésie ou en Nouvelle-Zélande comme on y allait ces dernières années, c'est-à-dire peut-être en avion, parfois en faisant un aller-retour très rapide. Et donc voilà, il faut trouver des solutions pour pouvoir continuer à se déplacer sur la planète et d'une manière la plus durable possible. Et je me dis, en utilisant le vent, en utilisant les bateaux, en utilisant la voile, il y a un truc à faire. Et donc voilà, on s'est posé ces questions-là, et du coup je me dis, voilà, il faut Mer Concept, on est une écurie de course au large, on a envie de continuer à faire des bateaux de course, on a envie de faire de la course au large, on l'a définie performante, innovante, durable, c'est un peu nos 3 axes. Et pour répondre à ces 3 axes, il faut que cette course au large opère des transferts techno vers le monde maritime de manière plus globale. Ça, c'est vraiment c'est un vrai objectif. Et c'est quelque part, c'est notre mission. On est devenu entreprise à mission l'an dernier. Et notre mission, c'est de faire ça. C'est de faire cette course au large et que cette course au large puisse nourrir le monde maritime. Et on a un premier projet là qui est génial, dont je suis très fier, parce qu'on est en train de construire un catamaran électrique à foil, donc un bateau volant qu'on va mettre à l'eau à la fin de l'année. Alors c'est pas un bateau qui utilise des voiles, ça je trouve ça dommage quelque part, mais un bateau qui vole. Et pourquoi le vol me fascine tant ? Alors il me fascine moi en tant que marin parce que forcément ça nous permet d'aller plus vite. Grosso modo, pourquoi on vole, je vais faire ça très court, mais un avion a des ailes pour s'appuyer dans l'air. Nous les marins, on utilise ces foils, on appelle ça les foils, c'est comme des ailes qu'on met dans l'eau. Ça nous permet de créer une force qui sort le bateau de l'eau, et parce qu'il sort le bateau de l'eau, il n'y a pas de frottement dans l'eau, les frottements de ces foils est moins important. Et si on utilise les mêmes voiles, donc la même énergie, on va plus vite. Génial. Enfin, pour un marin, un compétiteur, c'est top, c'est génial, au-delà de toutes les sensations que ça génère et qui sont assez fabuleuses. Et par contre, ce que je trouve génial, c'est que dans cette révolution-là, avec la même énergie, on va plus vite. Ou on peut aussi aller à la même vitesse en utilisant moins d'énergie. Et ça, je trouve que c'est quand même quelque chose d'intéressant à creuser. Et du coup, ce catamaran électrique volant, donc c'est un bateau de plaisance, parce qu'il vole, on peut passer sur une motorisation électrique en ayant une autonomie assez intéressante. En gros, on multiplie l'autonomie par 5. Ce même bateau, s'il ne volait pas, avec une motorisation électrique, on aurait une autonomie d'une vingtaine de milles. Alors que là, on a une autonomie de 100 000, donc 40 km, 200 km. Donc c'est quand même super intéressant, avec la même moteur, même énergie. Et donc je trouve ça intéressant de creuser cette idée-là. Et pourquoi on est capable de faire ce bateau-là ? Parce que c'est un client qui est venu nous voir, qui nous a demandé de construire ce bateau-là. Pourquoi il vient nous voir ? A priori, parce que on est capable de faire des bateaux de course, qu'on maîtrise une partie de cette technologie et qui quelque part croit en nous pour relever ce défi qui reste toujours un petit peu complexe, parce que c'est jamais simple de faire voler un bateau. Et donc voilà, et donc je trouve que c'est un premier exemple, enfin pour nous c'est vraiment un bel exemple de ce que peut être ce transfert techno direct de la course au large vers le maritime. Et il y a encore plein de choses à faire. Donc il y a le vol, et je crois beaucoup à l'utilisation du vent autour de la course au large, dans la plaisance. Aujourd'hui, il y a malheureusement à mes yeux, beaucoup trop de bateaux à moteur quand on pourrait se servir du vent. Et si nous, on fait bien notre job en course au large, c'est-à-dire qu'on trouve des idées pour mieux capter l'énergie du vent, pour aller plus vite, ou pour avoir des systèmes qui sont plus faciles, parce qu'à la limite, si on est capable moi tout seul, de gérer des grands bateaux avec des grandes voiles, etc., on peut imaginer, on développe des systèmes qui peut-être permettront à des marins moins aguerris d'accéder plus facilement, de gérer une voile sur un bateau de plaisance. On n'est pas forcément tous des spécialistes, mais si on trouve des systèmes simples pour utiliser une voile, on répond à une problématique. Et donc voilà, j'espère dans les années qui viennent, on sera capable d'amener, de contribuer à ce qu'il y ait de plus en plus de voiles sur les bateaux, et contribuer à ce qu'on utilise de plus en plus le vent, et quelque part à décarboner le monde maritime autour de nous. Donc c'est la plaisance, c'est potentiellement la pêche. En pêche, par exemple, il y a des moments, je ne suis pas du tout spécialisé, mais quand on pêche, c'est compliqué peut-être de se manœuvrer à la voile, mais souvent les bateaux de pêche font parfois, pas forcément le cas des bateaux qu'on a là à Concarneau, qui pêchent plutôt en côtier, mais il y a certains bateaux tropiques, par exemple, qui parfois font des milliers de kilomètres pour rejoindre leur zone de pêche, dans un vent dans les tropiques où il y a du vent relativement stable. Donc pourquoi on n'utiliserait pas le vent pour aller ces zones de pêche ? Et l'objectif, le truc qui aurait le plus d'impact, c'est dans le transport maritime.
aujourd'hui, il y a le transport maritime utilise énormément d'énergie fossile et on pourrait imaginer, je pense, essayer d'utiliser du vent pour le transport maritime. Et ça nous concerne tous parce que, limite, en plaisance, on pourrait dire, bah oui, ça concerne quelques passionnés qui ont la chance de faire du bateau, dont je fais partie. Mais aujourd'hui, le transport maritime, ça nous concerne tous. 90% des biens qu'on consomme en France transitent par des cargos. Et tout ce que tu nous racontes, la mission, la vision de Merconcept est désormais totalement en phase. Là, on a parlé effectivement du retrait de Massif, mais à peine un an plus tard, donc il y a quelques semaines, quelques mois maintenant, l'annonce d'un nouveau partenariat avec une vraie vision environnementale, un vrai impact sur l'écologie, en tout cas une réflexion. Comment ça s'est fait? Parce que entre le moment où il y a l'annonce qui est faite comme ça s'arrête et l'annonce où ça continue, où ça recommence, ça ne se fait pas comme ça. Comment est-ce que c'est toi qui a fait la démarche? Est-ce que c'est la marque qui est venue te voir avec ce projet? Comment s'est monté ce... Écoute, c'est sûr qu'il y a plusieurs mois de réflexion, rencontres, remise en cause, etc. Et entre ces deux périodes, tu as dit que, de ce que j'ai lu en tout cas, tu vas confirmer, mais que ça t'imposait quelque part à repenser le modèle du sponsoring, du partenariat, de la course, ce genre de choses. C'est sûr que là, tu repars d'une page blanche et tu es obligé de te remettre en cause, ça c'est évident, et c'est hyper intéressant. Encore une fois, pas forcément facile comme exercice, oui, c'est sûr. Mais extrêmement intéressant. Et il se trouve que la rencontre avec donc, le groupe Cresque et son fondateur Didier Tabary, qui détient plusieurs marques, Filmed, SVR, Lazartigue. Le bateau va donc s'appeler le trimaran SVR Lazartigue. C'est une rencontre assez dingue parce que déjà relativement tardive, c'est-à-dire dans tous ces mois de recherche, on arrive au printemps 2021, quelques semaines donc je pensais avant que ça la... Non, c'est vraiment quelque chose d'assez fou parce que ça arrive très tardivement. Donc Didier Tabary, tu avais peur à un moment donné, François, que le bateau, ça soit un autre skipper qui... C'était une position. Alors tu vois, le Vendée Globe, tu fais premier, deuxième ou abandon. Là, les scénarios, pour moi, il y en avait 3. Si on trouve un partenaire, on navigue et voilà, c'est super. Deuxième scénario, c'était on trouve pas, il se passe rien, le bateau reste à quai, qui pour moi était le pire. Et après, le troisième, c'était quelqu'un d'autre trouve un partenariat, un financement, récupère le bateau. Ça aurait été extrêmement difficile, mais finalement pas le pire, parce que le pire quand tu construis un bateau, c'est qu'il navigue pas. Donc je te dis pas, franchement, évidemment, le bateau, il serait parti avec un autre skipper. Ça aurait été dur. Bien sûr. Mais à minimum, alors on va dire, allez, je vais mettre 4 scénarios. Donc dans le scénario, il part avec un skipper, il part avec un super skipper qui fait des super belles choses et le bateau, il gagne des courses. Voilà. Et où il part avec un skipper qui est nul et c'est une catastrophe et le bateau, il monte jamais tout son potentiel. Voilà. Donc là, il y a 2 scénarios. Le scénario où le bateau, en tout cas pour toute l'équipe qui a travaillé pendant plus de 2 ans sur un bateau comme ça aurait été extrêmement difficile. Mais pour moi, pas le pire. En tout cas, pour le bateau, ça aurait été bien que ce bateau, au pire, navigue. Mais ces scénarios-là, ils étaient parfaitement possibles. Mais le pire, c'est que le bateau, on le met à l'eau et il reste dans un hangar ou sur un parking et qui montre jamais ce qu'il avait dans le ventre. Voilà, là, ça aurait été le scénario le pire. Et donc oui, j'avais ça en tête et tous les jours, je me disais que c'était... Alors là, je n'aurais pas mis des proportions de probabilité dans chaque, j'en ai vraiment aucune idée, mais je savais que ça pouvait arriver. Donc c'était incertain. Nouveau projet, très porteur, très dans l'air du temps et ce qui correspond parfaitement à ce que tu nous disais justement sur l'environnement. Il y a aussi toute une série de podcasts que tu fais avec France Inter que tu as dupliqué sur l'environnement où tu reçois des spécialistes, si j'ai bien compris. Oui, c'est bien ça. Avec France Info. France Info, pardon. C'est le même groupe, mais avec France Info, en effet, on a fait une petite série de podcasts pour parler des océans. Donc, pour revenir à Cresque et au trimaran SVR Lazartigue, cette rencontre avec Didier Tabary, qui est un passionné de mer et d'océan, qui est passionné de voile, qui est convaincu que ces bateaux-là sont des super outils pour développer, faire passer des messages, développer des marques. Il a des marques qui sont donc en effet extrêmement engagées déjà dans l'environnement.
mais qui ont besoin de visibilité. Donc, une de nos missions, quelque part, sur le bateau, hein, c'est d'amener de la notoriété à ces marques-là. Et ensuite, une volonté de sa part de s'engager pour les océans, d'avoir un impact positif sur les océans, au-delà de son métier d'entrepreneur, hein, où il veut que ces marques soient forcément le moins d'impact possible. Donc, il y a une vraie belle dynamique qui existe, qui, je l'espère et je le crois, est quelque part accélérée par ce projet-là. On a envie, moi j'ai envie qu'un projet de sponsoring comme le projet qu'on a accélère, oblige quelque part les marques à aller encore plus loin dans la transformation qui était déjà en cours, hein, chez Cresques, évidemment. Et donc voilà, donc ça c'est un enjeu. Et en parallèle, créer une fondation, un fonds de dotation, donc Cresques for Oceans, pour la préservation des océans, dont je suis l'ambassadeur, dont le bateau est ambassadeur. Et ça c'est vraiment top, parce que c'est une façon de naviguer où voilà, on navigue, on fait de la course au large et on se sert de la course au large pour faire passer des messages et faire avancer une cause qui est importante pour moi, la préservation des océans. Et parle-nous de ce beau bateau qui, au moment où on enregistre, est encore dans le hangar. On a eu la chance de le voir tout à l'heure avec l'équipe, qui est mise à l'eau donc dans 9 jours. Parle-nous de cette réflexion, de ce que tu as mis dans ce bateau et quelle est sa particularité. C'est en effet, c'est le fruit, je disais, de pas mal de temps. C'est quasiment un projet qui est parti il y a 4 ans, construction il y a un peu plus de 2 ans. C'est un bateau qui, évidemment, va aller plus loin dans cette notion de vol, hein, on parle, qui est quand même fondamentale pour nos bateaux. Donc, il y a eu beaucoup de travail sur les appendices, donc ces fameux foils, safran, dérive, tous ces éléments qui permettent au bateau de se sustenter au-dessus de l'eau. Et plus le bateau va vite, plus la pénétration du bateau dans l'air. Tu fais beaucoup de vélo, tu sais bien que quand on roule vite, et plus on roule vite, plus l'aéro est important. Il y a un mauvais cycliste comme moi, c'est pas très grave, mais si tu es capable de rouler à 50 km/h, tu te rends compte que l'aéro est vraiment important. Et du coup, sur les bateaux, c'est un peu pareil. Les bateaux qui vont pas très vite, l'aéro est moins importante, mais plus les bateaux vont vite, plus l'aéro est importante. Et on a beaucoup travaillé sur l'aéro. Donc on a une forme de plateforme qui est quand même assez originale. On a un cockpit qui est intégré dans la coque centrale. En fait. Il n'y a vraiment pas grand-chose qui dépasse. On a quelque chose de très, très sobre dans les lignes, parce qu'on veut que ça soit quelque chose qui traîne le moins possible dans l'air. Le bateau va vite, donc il y aura toujours du vent qui arrivera de face. Et voilà, et on essaye de faire en sorte qu'il y ait, encore une fois, qu'on pénètre le mieux dans l'air, et donc qu'on ait besoin de moins d'énergie pour se déplacer, ce qui est forcément intéressant. Tu as parlé du vélo. Est-ce que le cyclisme fait partie de ta préparation physique ? Ouais, entre autres. Ou est-ce que c'est j'en fais pas assez à mes yeux. Mais oui, moi je fais beaucoup de sport à terre. À terre et ou sur l'eau, en plus du bateau. J'aime beaucoup courir, j'aime beaucoup faire du vélo. Je fais beaucoup de sport de glisse aussi, parce que je pense que ça fait partie, déjà quelque chose que j'adore. Et ça te permet peut-être de... Et qui me permet, je pense, d'entretenir aussi des sensations. Enfin, tu vois, on parle beaucoup de glisse, le vol, les sensations qu'on a sur un foil, etc. Et tout ça, je pense que ça s'entretient, ça se travaille. C'est pas... et même si c'est forcément différent, hein, de voler sur une planche de surf grande comme ça, que voler sur un bateau de plus de 30 mètres. Néanmoins, il y a quand même pas mal de choses à tirer, il y a pas mal de transferts à faire. Et donc, donc je fais pas mal de sport. Donc, on s'était rencontrés, la première fois qu'on s'est rencontrés, en effet, on avait pas mal parlé de vélo. Je trouve que j'y passe pas assez de temps, mais parce que je cours un peu après le temps. J'ai des enfants, j'ai jamais... Et en faisant du vélo comme toi, c'est encore très différent, parce que tu peux en faire vraiment beaucoup. Mais j'en fais un petit peu. J'en ai fait avant-hier. Je fais une petite sortie dimanche matin. Mais voilà, tu vois, j'arrive pas finalement à consacrer assez de temps. Mais j'aime bien, ça, c'est toujours un plaisir. Et on avait échangé effectivement sur un point commun qui était entre le cyclisme longue distance et la voile, c'était la privation de sommeil. Ta plus belle hallucination ou la pire, en tout cas, celle qui t'a fait
qui a été la plus inquiétante, on va dire? Ouais, parce que forcément, ça fait partie J'ai pensé à ça, la plus belle hallucination. C'est assez marrant parce que les hallucinations, tu sais, c'est pas quelque chose de comment dire. Enfin, on en a tous plus ou moins des hallucinations parce que finalement, dès que t'es fatigué et que ça, ouais, ou voire même, j'ai envie de dire, dès que tu marches dans la rue et que tu laisses ton esprit vagabonder. Voilà, t'as l'esprit, mais la vraie. Tu es persuadé d'avoir vu quelque chose où c'est parfaitement impossible en fait. Parfaitement impossible. J'essaie de réfléchir la plus belle. Pour nous, les hallucinations, ça reste quand même quelque chose d'un peu inquiétant. C'est limite en fait. Ouais, c'est la limite. Mais c'est un bon signal par contre pour se dire attention, là on est très fatigué, il faut se reposer. Mais oui, en effet, non, c'est plutôt. J'ai jamais eu d'hallucination positive, quoi. C'est plutôt négatif. C'est un signal d'alarme. Ouais, c'est un signal d'alarme. Et puis tu sais, en longue distance également sur le vélo, c'est tellement long qu'on chante beaucoup la nuit. Tu vois. Est-ce que sur le bateau vous chantez? Alors on pleure beaucoup également sur les vélos. C'est tellement long on remet en perspective beaucoup de choses, en question beaucoup de choses. Et ça fait sortir des choses. Comment ça se passe pour toi dans tes aventures où tu es seul des heures, des jours et des mois? Comment tu gères émotionnellement? Je sais pas si on gère émotionnellement, on vit des choses émotionnellement. Aussi, ouais. En tout cas, il y a des choses très très belles qui se passent quand tu vas un peu repousser les limites de ce que tu penses être capable de faire. Et alors, est-ce que je chante? Alors moi, je chante très très mal. Donc, mais ceci, nous aussi, on chante très très mal. Hein. Tu réfléchis. Souvent, déjà en solitaire, souvent tu réfléchis un peu à voix haute parce que tu as besoin de parler. Je pense que c'est quelque chose d'assez naturel. Socialement, on est fait pour parler. Donc des fois, tu réfléchis un peu à voix haute. Et en effet, tu vis des choses qui sont d'une intensité incroyable. Et des fois, tu pleures. En effet, tu pleures. Moi, je suis quelqu'un qui pleure assez facilement, même à terre. Hein, enfin voilà, c'est de bonheur. Hein, heureusement, je vous rassure. Très souvent, mais de belles choses. Je peux être amené à. Enfin voilà, j'ai la larme facile. Et alors sur le bateau, évidemment, mais souvent c'est de l'intensité de quelque chose. Et c'est souvent, heureusement, et j'ai la chance, je pleure beaucoup. Enfin, 90% du temps, c'est vraiment de pur bonheur. C'est d'émerveillement face à quelque chose de très très beau, de très intense, de très puissant. Et ça, sur le bateau, ça arrive très très souvent. Et ça, c'est ce que tu disais tout à l'heure, hein, sur les émotions qui sont dans un condensé de vie. Pour moi, c'est une chance de pleurer face à l'intensité d'une émotion et voilà, et par la puissance de ce que tu peux ressentir. Et c'est quelque chose qui arrive de temps en temps dans la vie normale. Et quand on arrive par... alors pour moi, la voile, mais ça peut être plein de pratiques, choses différentes. Il y a tellement de passion, quelque part, parler de la musique. La musique, et tu vois, j'étais au Francofolie là justement ce week-end où alors je suis absolument pas musicien, je suis nul, etc. Mais moi, la musique génère chez moi quelque chose de très très intense et j'adore écouter la musique. Et ça me génère des émotions très très fortes. J'adore ça. Ouais. Et du coup, en effet, écouter de la musique. Une musique qui marque une aventure en fait. C'est dingue. Que tu es capable d'écouter en boucle. Et donc j'aimerais être musicien et être capable de générer de la musique ou générer de l'émotion en faisant moi-même de la musique. Alors je pense que j'en suis incapable, je suis vraiment nul. Par contre, je suis très bon spectateur. Ou auditeur plutôt, je sais pas comment on dit, mais voilà, la musique peut vraiment générer des choses très puissantes chez moi et c'est vrai que quand tu combines cette passion, la fatigue, la privation de sommeil, toutes les choses qu'on peut vivre sur un bateau, tu rajoutes un peu de musique, ouais, il y a des trucs qui se passent, c'est des choses assez dingues. Avec ce bateau qui va bientôt être mis à l'eau, quel est le prochain grand défi pour toi? Le prochain grand défi, il arrive très très vite. C'est Transat Jacques Vabre à la fin de l'année. Donc départ le 7 novembre, départ du Havre. On va tourner autour d'un archipel au large du Brésil. On revient en Martinique. C'est une course en double. Je navigue avec Tom Laperche, un jeune marin, 24 ans, 25 ans, peut-être très jeune, qui a excellé déjà malgré son jeune âge sur le circuit Figaro. Donc ça c'est la première course et ça va arriver très vite. Alors au mois de novembre ça peut paraître très loin, mais sur nos bateaux la mise en perspective elle est plutôt courte. Ouais, parce que voilà, c'est des bateaux qui me demandent beaucoup de mise au point et 2 mois et demi, 3 mois pour préparer une course comme celle-là avec un bateau neuf, c'est vraiment très très court, mais le défi est super intéressant. Et puis après l'an prochain une route du Rhum
Donc en solitaire, une course qui part de Saint-Malo, donc novembre 2022, Saint-Malo vers la Guadeloupe, que j'ai eu la chance de faire en 2018 et en 2014. Quelle finale. Ouais, avec un final dingue. Donc voilà, ça va être le prochain objectif qui lui aussi arrive très très vite. C'est dans 1 an et 4 mois, mais à l'échelle de ces projets-là, ça va arriver extrêmement rapidement. Et derrière, un tour du monde en solitaire, donc Brest Oceans, qui a été d'ailleurs confirmé il y a quelques jours, et donc qui partira donc de Brest, tour de la planète en solitaire, sans escale, pour revenir à Brest, donc hiver, 2023-2024. Je note la date, c'est toujours intéressant, mais c'est vrai que le final de la Route du Rhum de 2018 était juste dingue, où quelques minutes vous séparent à l'arrivée. Et comme tu parlais tout à l'heure comme des jauges, des ratios entre trois projets ou 3 objectifs. Et comment tu arrives à équilibrer vie personnelle, vie professionnelle, vie sportive? Si on reprend ces 3 jauges, bon, j'imagine que ça évolue. C'est hyper important d'être quand on est père de famille, d'être bien équilibré, là-dedans. C'est extrêmement difficile parce que pour moi, par contre, tu peux pas les comparer en fait. Alors, tu peux essayer de comparer en nombre d'heures. Tu peux pas comparer. Mais il faut que ça fonctionne pas. Par contre, il faut que ça soit qu'il y ait des déséquilibres. Ouais, ça c'est super important parce qu'en effet, je suis mari, père de famille, éventuellement entrepreneur, chef d'entreprise, marin. Et t'as envie de tout faire bien. Et c'est, j'ai envie de dire, c'est des activités à passion. Donc ce que je veux dire, c'est que être mari, père de famille, c'est quelque chose, tu peux y passer un temps plein. Et tu peux toujours faire mieux et toujours, tu pourrais y passer encore plus de temps. Avec tes enfants, t'as toujours des choses à donner, mais un temps plein ne suffirait pas. Et quelque part, quand tu es marin et que tu fais de la compétition et que tu cherches l'excellence et du haut niveau, t'as pas assez d'un temps plein. Et quand tu entreprends, c'est pareil, tu as des idées, des envies, des machins et t'as pas. Donc finalement, tu ne fais que tu essaies de faire du mieux possible dans tout ça. Forcément, ça veut dire que tu fais des sortes de sacrifices, des compromis en fait dans tout ça. Parce que finalement, c'est des choses qui sont à chaque fois qui sont infinies, quoi. Ça n'a pas de limite. Enfin, dans tous ces domaines-là, tu n'as absolument pas de limite. Tu essaies juste de faire en sorte que tout ça, ça soit harmonieux et le plus harmonieux possible. Voilà. Et ça dépend des moments et comme tout équilibre, c'est comme d'ailleurs tout équilibre, ça passe toujours, c'est plusieurs déséquilibres qui se rééquilibrent. C'est loin d'être évident, c'est sûr, c'est loin d'être évident. C'est un temps plein de trouver le bon équilibre. Ça demande un vrai, faut être bon, mais écoute, pour le moment ça se passe plutôt bien. Donc Écoute François, on va arriver sur la fin de l'épisode. Est-ce qu'il y aura un message que tu aimerais faire passer aux auditeurs qui écoutent cet épisode? Écoute, je crois juste quand on a des rêves, une passion, une envie, j'aime bien cette notion de rêve parce que je trouve que c'est quand même quelque chose qui peut nous emmener très 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 loin, quel que soit le rêve, quelle que soit la passion, mais on en a besoin de rêve, de passion, et même si ça paraît impossible, même si ça paraît compliqué, même si ça paraît peu importe les limites, les freins, on a tous des rêves, on a tous des rêves à réaliser, et ça fait partie de nos vies, et faut tout faire à fond pour essayer de réaliser ses rêves. Écoute, un grand merci pour le temps que tu nous as consacré. C'est un vrai plaisir d'échanger avec toi, et puis je te souhaite tout le meilleur pour la suite, et je te dis à très bientôt. Merci Arnaud. Merci François.